Yo les bros, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette review du chapitre 1064 de One Piece. Au programme, Law continue son combat pour les Road Poneglyph contre Barbe Noire, Bonnie transforme tout le groupe de Luffy et surtout la fin révèle un lien entre Vegapunk et l'armée des révolutionnaires. Autant vous dire que j'ai particulièrement hâte d'en parler, alors vous savez quoi, pas de long blabla, commençons tout de suite. Alors déjà, grande surprise, le combat de Law versus Barbe Noire continue et n'est pas en off-screen. C'est plutôt étonnant et ça signifie surtout que Teach va avoir beaucoup de choses à nous dire prochainement. Du coup, j'en viens à me demander si on verra Kid de son côté vivre son aventure comme Law. N'oublions pas qu'il va devoir rencontrer l'homme à la cicatrice de feu possédant des infos sur le One Piece. Et ça serait une bonne opportunité pour Oda de l'introduire dans l'histoire de la même manière qu'il a mis en place la rencontre Law versus Barbe Noire. Justement, parlons un peu de ce combat qui prend une dimension très intéressante puisque l'équipage de Law va étonnamment démontrer une incroyable résistance et combativité à contrer et combattre les pirates de Barbe Noire. Alors d'après ce qu'ils en disent et ce que nous pouvons voir, ils sont effectivement très à l'aise dans les batailles navales, ce qui est un aspect de One Piece que l'on n'a jamais trop exploité. Et puis je dois avouer avoir vraiment aimé la synergie que les deux équipages ont dans leur combat. Chacun répond efficacement au coup de l'autre et c'était vraiment plaisant à voir. J'aurais pas cru. On va forcément parler de capacités, notamment celle de Law et Teach, mais je tiens à noter le retour des bombes explosives de Doc Q qui nous a dévoilé lors de son introduction sur Jaya. Difficile de définir si cette attaque a un lien avec son fruit du démon de la maladie, mais si c'est le cas, alors ça nous confirmerait que Doc Q a ce pouvoir depuis bien avant l'ellipse. Mais ce qui va nous intéresser, c'est le combat des deux dits, puisqu'ils dévoilent davantage de leur mystérieux pouvoir, notamment Teach qui semble désormais parfaitement capable de combiner les pouvoirs de ces deux fruits du démon en une seule et même attaque. Et on le sait à quel point ses capacités sont terrifiantes. Le Gura Gura no Mi est le plus puissant destructeur des Paramecia et possède une force absolument unique dans le game des fruits du démon. Quant au Yami Yami no Mi, il permet littéralement d'annuler les pouvoirs des autres fruits du démon et si on pensait voir Law en supériorité dans ce chapitre, justement grâce à son OP no Mi, je peux vous assurer que la suite sera totalement différente. Désolé mais au mieux Law parvient à s'échapper sans ses Road Poneglyph, au pire il meurt. Enfin, peut-être pas là maintenant et comme ça, mais ça va être compliqué pour lui, vraiment compliqué. Comme je le disais, si on ne doit pas sous-estimer Law qui est un personnage très puissant, complet et surtout intelligent, il ne peut pas vaincre Teach. C'est impossible et pour la simple et bonne raison que, comme Luffy, Barbe Noire détient l'avantage du scénario. Autant on pouvait douter du caractère primordial et final de cet antagoniste, mais après la révélation du fruit de Luffy, Nika le dieu du soleil contre Teach le roi des ténèbres, ça me paraît être une symbolique somme toute épique et équilibrée pour une fin d'histoire. Donc oui, je fais clairement partie de ceux qui défendront Teach jusqu'à ce qu'il se fasse poutrer par Luffy. En tout cas, ne le sous-estimez pas et ne pensez pas que tout est déjà fini car je pense très clairement que ce combat sera la preuve du niveau ahurissant qu'aura atteint Teach depuis la fin d'ellipse. Ceci dit, Law se bat comme un lion et on pourrait presque y voir un combat d'utilisateur du Haki des Rois, surtout dans cette scène finale. Que Teach le possède est une quasi-évidence, mais pour Law ça reste encore un mystère. Est-il vraiment le seul face à Kaido et Big Mom à ne pas avoir possédé cette forme rare et ultime du Haki ? Là encore, difficile de l'imaginer, à mon sens, dès que ta prime dépasse les 2 milliards de berries et plus, tu fais automatiquement partie de ceux qui sont assez uniques pour posséder un haki aussi déterminant. En tout cas, une chose est sûre, Akainu, lui, bouillonne à l'idée de n'être qu'un spectateur. Il faut avouer que ça serait un véritable avantage que d'éradiquer ces deux pirates, là maintenant, pendant qu'ils se battent. Nouvelle grande surprise, Pudding se trouve à bord du navire de Barbe Noire. Alors j'imagine que beaucoup risquent de ne pas comprendre, puisque si on se réfère à la mini-aventure du Garma, elle est censée avoir été capturé que très récemment. Alors oui et non. Il ne faut pas oublier que cette mini-aventure a commencé depuis plusieurs mois déjà et entre-temps l'histoire de One Piece a suivi une ellipse de quelques semaines. Si on doit localiser dans la timeline quand se déroule le kidnapping de Pudding par l'équipage de Barbe Noire, ça serait entre le chapitre 930 et 1040. Oui, c'est une grosse fourchette effectivement, mais en termes de chronologie ça équivaut à un peu moins d'un mois. Il faudrait que je reprenne toute la chronologie des événements, ça risque de prendre un petit peu de temps et c'est pas forcément nécessaire surtout pour cette review, mais au moins vous avez une idée, Pudding a été kidnappé il y a 2 à 4 semaines. En tout cas, une chose est sûre, c'est bien la première fois que les mini-aventures se relient aussi bien et efficacement au reste de l'histoire, ce qui est une très bonne chose pour Oda, s'il souhaite avancer dans son scénario sans prendre du temps à développer des choses dans un chapitre, alors qu'il peut le faire en une seule page de cover. Bref, ce qui va nous intéresser désormais, concernant Pudding, c'est sa déclaration sur Big Mom qu'elle considère comme morte.
Doit-on la prendre au mot? Big Mom est-elle véritablement morte suite à l'attaque de Law et Kid? Alors très clairement, la défaite des empereurs fut un sujet très controversé dans la communauté suite à cette guerre de Nagashima. Et outre la question, les Yonko méritent-ils de perdre de la sorte? C'était surtout leur potentielle mort qui posait davantage de problèmes. Bon, je vais pas du tout me donner un style puisque j'ai très clairement fait comprendre qu'à mon sens, Kaido et Big Mom, bien que défaits, étaient toujours en vie et je le penserai encore. Évidemment, je ne me repose sur aucune véritable preuve concrète, si ce n'est que si Big Mom doit mourir, alors Kaido le devrait également, vu qu'ils ont subi plus ou moins la même forme de dégâts et de défaites surtout. Et si Kaido meurt, Oda aurait alors brisé cette promesse qu'il s'est faite, à savoir de ne pas faire de Luffy un tueur. Alors oui, là encore on peut se dire ce n'était pas Luffy, mais Nika, mais bon, ouais, pas giga convaincu. Quoi qu'il en soit, je voulais faire une aparté concernant Big Mom et sa mort, puisqu'effectivement il faut garder en tête que les paroles de Pudding ne sont pas une véritable confirmation, sauf si elle possédait une vivre-carte de cette dernière qui s'est consumée entièrement. Et là encore, c'est un sujet à débat, puisque durant l'arc de Whole Cake Island, on nous explique très clairement que la vivre-carte de Big Mom est si puissante que même ses enfants ne peuvent en posséder une. Mais d'un côté, la vivre-carte que possédait Nami a été récupérée par Amande, donc même s'ils n'ont pas le droit d'en avoir une, ils avaient peut-être gardé celle de Nami, qui leur a donc indiqué l'état de santé catastrophique de Big Mom. Vous l'aurez donc compris, il est pour l'instant difficile de déterminer si oui ou non les enfants de Big Mom savent si cette dernière est véritablement morte. En fait, il est difficile de déterminer si on peut être sûr de sa mort tout court en fait. Parce que oui, comme le dit l'équipage de Teach, c'est nécessaire pour le changement de l'ère, mais d'un autre côté, Big Mom en tombant assurait que ce n'était pas ce qui allait la tuer. Enfin, peu importe le résultat final, je fais davantage confiance à Oda qu'en mon propre jugement, lui seul sait ce qu'il y a de mieux pour son manga. Par contre, j'avoue que cette situation est désagréable parce qu'avec One Piece et surtout récemment, eh bien on peut jamais être sûr de la vie ou la mort d'un personnage. Les personnages qu'on croit morts continuent à vivre et les personnages qu'on croit vivants sont en réalité décédés. Du coup, je préfère partir du principe que personne ne meurt, comme ça au mieux je suis surpris et au pire, je m'y attendais. On va passer à la partie suivante, la partie sur Egghead, et c'est là que cette review va atteindre son apogée. Alors les bros, je vous invite à laisser un like pour soutenir la chaîne, même à vous abonner pour qu'on atteigne les 350 000 avant la fin de l'année. Voilà, merci beaucoup et continuons. Comme d'hab, on s'enfonce de plus en plus dans cette île futuriste qui nous dévoile davantage de ses secrets. C'est le groupe de Luffy que nous retrouvons avec un âge totalement différent grâce du fruit du démon de Bonnie. Tout de suite, un truc m'a intéressé. J'ai remarqué que le changement d'âge déclenché par Bonnie semble avoir eu un espèce d'effet inverse de leur véritable âge. Exemple, Luffy et Chopper étant jeunes, sont ainsi devenus vieux, alors que Jinbei, lui étant plus vieux, est devenu jeune. Corps des refs au SBS d'ailleurs, décidément Oda ne s'arrête plus. Bonnie, quant à elle, est devenue jeune. Si le schéma que je viens de vous présenter est donc juste, alors le vrai âge de Bonnie serait plus élevé qu'on ne le pense. Pourtant ça colle pas, si Kuma est vraiment son père tout en ayant 47 ans, alors Bonnie doit être au moins âgée de 20 à 30 ans. Plus serait impossible pour des raisons évidentes. On en vient du coup à la fameuse race spéciale à laquelle appartiendrait Kuma. Son histoire nous est racontée et non dévoilée, car nous avions déjà 95% des informations citées dans ce chapitre qui nous a servi à nous rafraîchir la mémoire. En gros, de ce qu'on peut comprendre, Kuma est considéré comme un mauvais roi, sans doute à cause du gouvernement mondial qui a tenté de le diaboliser pour une raison qui leur est propre, parce que Kuma jusqu'à présent a toujours été considéré comme pacifiste et gentil. Mais quand même, une révélation de taille nous est faite, d'après Bonnie, son père viendrait d'une race spéciale. Alors forcément, dès que ça parle de race ou d'espèces inconnues de One Piece, tout de suite c'est intéressant, c'est intriguant. C'est cette race qui aurait davantage intéressé Vegapunk pour travailler sur lui. Son endurance, sa force et sans doute une autre particularité auraient fait de Kuma le cobaye parfait. Et en vrai, je n'ai aucune idée de ce qu'il pourrait être. Si Kuma est véritablement le père de Bonnie et que Bonnie est plus vieille qu'on le pense, la particularité de Kuma se trouverait peut-être au niveau de son âge ou de son espérance de vie. Il n'a peut-être que 47 ans d'apparence, mais en réalité vieux de plusieurs centaines d'années. Ouais, je suis quand même pas giga convaincu parce que je me base sur beaucoup de choses assez fragiles finalement. Si on voit les choses d'un autre angle de vue, on sait que Vegapunk est spécialisé dans beaucoup de choses, côté invention et science. Mais généralement, le premier truc qui vient en tête en pensant à lui, ce sont ses travaux sur les fruits du démon, des travaux qui sont jusqu'à présent jamais égalés dans le monde. Et si la race de Kuma avait ce lien avec les fruits du démon? Quoi, quand, comment, je n'en sais rien, mais c'est peut-être pour ça qu'il aurait tant intéressé Vegapunk dans ses recherches. Ou bien encore une race d'origine spatiale, Kuma serait l'un d'eux et aurait atterri sur Terre, attirant l'attention et la curiosité de Vegapunk, un passionné de l'univers.
Parlons désormais de l'autre partie de Egghead, cette fois-ci vue du reste des Mugiwara. Il se rapproche plus que dangereusement du vrai Vegapunk, contrairement à Luffy, et nous découvrons une nouvelle facette de l'île futuriste. Outre le design que je trouve particulièrement stylé, Vegapunk a été capable de recréer l'atmosphère et le sol d'une île céleste sur ses nuages. De voir que l'existence de ces îles paraît si simple et logique si loin dans le manga alors que pendant leur première mention c'était un véritable mythe, bah ça m'a fait rire, voilà tout. Les Mugiwara eux découvrent leur nouvelle tenue pour le reste de l'arc et à ma grande surprise, Sanji tout comme Jinbei n'ont pas la même tenue que les autres. Alors vous allez me prendre pour un fou c'est sûr hein, mais j'ai réussi à trouver ça bizarre. Je vous explique vite fait mais on sait que les Shichibukai semblent liés aux Séraphins. Peut-être que Vegapunk avec une partie de leur ADN récolté on ne sait comment a réussi à les cloner. Ok, si ce fut le cas pour Kuma, Mihawk et Hancock, alors pourquoi ça ne serait pas le cas pour Jinbei, qui, je vous le rappelle, était également bien Shichibukai. Vous voyez où je veux en venir. Il aurait lui aussi son modèle de Séraphin et ironiquement, c'est le seul à avoir une tenue différente sur Egghead. Enfin ça l'était jusqu'à l'apparition de Sanji qui, tout en étant lié à la science par son père, qui lui-même était un allié de Vegapunk, se retrouve dans la même tenue que le seul des Mugiwara ayant possiblement un lien avec un Séraphin. Donc je ne saurais vous donner une meilleure explication que leur tenue hawaïenne signifie peut-être que Vegapunk possède leur gène dans sa banque de données. Je suis d'accord, hein, même de dire ça maintenant, je trouve que ça n'a peut-être aucun sens, même cette phrase ne veut rien dire, mais j'ai voulu en parler car je trouve étonnant que les deux seuls pouvant avoir un lien avec Vegapunk aient une tenue différente de tous les autres. Tout ça c'est bien beau, mais on arrive au point le plus important du chapitre à mes yeux, oui très clairement après celui de Law versus Barbe-Noire. Ce chapitre se clôt avec un appel entre Vegapunk, communiqué à travers Shaka, avec un personnage que l'on connaît que trop bien, Monkey D. Dragon. Le scientifique révèle au chef des révolutionnaires que sa mort approche et qu'il veut lui confier une chose semblant importante. Ok, alors autant vous dire qu'à ce moment-là, ma vision a commencé à se troubler, hein. J'ai eu des vertiges qui se sont fait ressentir très vite. Tout simplement car c'est littéralement la deuxième théorie de ma chaîne qui entrevoit la possibilité de se réaliser. Vegapunk serait un révolutionnaire ou du moins travaillerait avec Dragon et tous les trois, accompagnés de Kuma, auraient infiltré la marine à travers le réseau des pacifistas, leur principale force armée. Alors oui, j'imagine que maintenant cette idée s'est beaucoup plus démocratisée, surtout en 7 ans où les théories One Piece se sont vraiment mis à exploser dans la communauté, mais quand même j'avoue le prendre un petit peu personnellement. C'est l'une de mes plus grosses théories, surtout que je vous en ai souvent parlé. Vraiment souvent, même au point que ma dernière vidéo à ce sujet remonte en avril 2022 où je vous expliquais tout, absolument tout. Toutes mes théories sur Vegapunk, son lien avec Dragon, le SSG et j'en passe. J'ai adoré y travailler dessus, que ce soit en 2015 ou en 2022, et aujourd'hui, elle semble sur la bonne voie puisque Vegapunk contacte directement Dragon en fait, c'est juste fou. Bon, pas seulement, cette prise de contact démontre une relation particulière entre les deux, ils parlent de façon amicale au point que Dragon s'inquiète de sa santé, le lien est confirmé, ce qui est déjà énorme, mais la collaboration entre les deux est aussi sous-entendue et là, ça serait l'apothéose. Pour que vous compreniez réellement l'envergure de cette théorie et surtout de ce qu'elle représente dans l'univers de One Piece, laissez-moi le plaisir de vous l'expliquer à nouveau. Comme le confirme Bonnie dans ce chapitre, Kuma ne se serait jamais sacrifié pour le bien du gouvernement. Le projet Pacifista serait une couverture et même un véritable virus au sein de la plus grande institution militaire secrètement dirigée et supervisée par Vegapunk et Monkey D. Dragon. Le but, aider les révolutionnaires à renverser le gouvernement. Ainsi, et grâce à un programme implanté dans les pacifistas, un seul ordre, une seule commande émise par Dragon permettrait de prendre le contrôle entier de ces cyborgs. Ça, c'est l'idée de base, la structure même de cette théorie qui a la grande particularité de posséder énormément d'arguments et de cohérence scénaristique. Pour n'en citer que quelques-uns, Vegapunk a déjà agi contre le gouvernement mondial en programmant Kuma de sorte à ce qu'il protège le Sunny pendant l'absence des Mugiwara, signifiant à la fois que le scientifique est enclin à aider des pirates, mais également qu'il est totalement possible d'implanter un ordre précis et caché dans un pacifista. Ensuite, Vegapunk n'a jamais voulu rejoindre la marine et semble au contraire y avoir été forcé. De base, c'était une personne aimable, gentille, il a ensuite travaillé avec les Mads, une équipe de recherche scientifique illégale qui fut arrêtée par le gouvernement. Vegapunk les a rejoints à ce moment-là, sans doute pas totalement de son plein gré, ou alors il a fait pour une très bonne raison. Mais l'un de mes principaux arguments, ou du moins l'un des plus forts et prenants finalement, je le tirais de Star Wars. Oui, la saga mythique de la Guerre des Étoiles a été à mon sens une grande source d'inspiration pour Oda dans la relation entre Vegapunk et les révolutionnaires. J'ai
tout détaillé dans mes dernières théories à ce sujet, mais pour vous l'expliquer rapidement, il existe un programme ancré dans les soldats clones de la République Galactique qui se nomme l'Ordre 66. Il a été implanté lors de la création de ces clones et a permis aux grands antagonistes de l'œuvre de prendre leur contrôle en une seule phrase pour retourner l'armée entière de la République contre eux-mêmes et contre les Jedi, donc contre les gentils. Bon, vraiment j'insiste, mais allez regarder au moins cette partie parce que j'explique plein de trucs et ça va vous péter le cerveau comme jamais. Quoi qu'il en soit, Star Wars aurait été d'une grande influence, notamment dans le monde scientifique de One Piece, même avec le Garma Double Six, mais plus particulièrement entre Vegapunk, Dragon et les pacifistas. Et là, rien ne vous a étonné dans ce chapitre, rien n'a attiré votre œil en parlant de Star Wars. Jewel Riboni, en cherchant dans les déchets de Vegapunk, trouve un sabre laser. Un sabre laser. Star Wars, une énorme référence dans le chapitre où Vegapunk et Dragon entrent en contact, c'est fou, c'est dingue. Dragon qui infiltre le gouvernement à travers Vegapunk, le plus grand scientifique qui sert la cause du monde et non celle de la marine depuis le début, gros ça serait absolument dingue. Et pourtant ça ne serait pas le seul à faire partie de la cause révolutionnaire. Aokiji serait un révolutionnaire. Et oui, je n'ai pas parlé de la cover de ce chapitre alors que pourtant il apparaît, débarquant sur Whole Cake Island pour kidnapper Pudding pour le compte de Barbe Noire. Pourtant, j'ai toujours l'intime conviction qu'Aokiji cache quelque chose et que derrière son titre de pirate de Barbe Noire se cache en réalité une infiltration pour le compte de Monkey D. Dragon. Alors ça, c'était une théorie bien avant que le Sword soit révélé officiellement sur Wano Kuni. Prenez-le en considération. Et même si je partage totalement l'idée que Aokiji puisse en faire partie, en scred de cette organisation, pour 15 000 raisons différentes, je pense quand même qu'il est révolutionnaire. Raison supplémentaire, Aokiji explique que le gouvernement mondial n'a pour lui jamais été une raison de se battre. Il sait qu'il existe d'autres façons d'œuvrer pour le bien du monde et je pense qu'il tente de le faire loin de la politique engagée par la marine. Puis Smoker semble plus probable en tant que membre du Sword. S'il en vient à être dans ce groupe, alors leur conversation à Puckazard confirme bien que Aokiji n'a plus rien à voir avec la marine. Bref, en quoi Kuzan serait un révolutionnaire? Premier argument, plutôt simple, il est la silhouette près des révolutionnaires que l'on voit dans l'ombre lorsque Doflamingo fait son speech sur les forces éparpillées dans le monde. Oui, il ressemble à Morley effectivement, mais pourquoi mettre en avant ce révolutionnaire plutôt que l'un des trois autres révélés au même moment, sachant que Bello Betty semble davantage la tête d'affiche. Le bonnet, les lunettes, question de point de vue, mais ça serait à mon sens un foreshadowing. Deuxième argument, les valeurs d'Aokiji. Ça c'est même l'une des principales raisons qui confirme qu'Aokiji n'a rien à faire dans l'équipage de Barbe Noire. Bien qu'il soit amiral, il n'en est pas moins humain. Il aurait pu tuer Luffy et les autres, mais ne l'a pas fait. Il aurait pu tuer Robin, mais il ne l'a pas fait. Bref, il est totalement différent de Teach, il n'a absolument rien à voir avec lui, et même Burgess n'a aucune confiance en ce nouveau membre. Que ce soit les lecteurs ou même les antagonistes du manga, personne ne croit qu'Aokiji puisse être un véritable membre de l'équipage de Barbe Noire. Troisième argument, Aokiji servirait d'espion pour Dragon. Une fois, une seule et unique fois, les révolutionnaires et les pirates de Barbe Noire ont eu une interaction. Ce fut grâce à Burgess qui, en s'introduisant sur l'un de leurs navires, a trouvé la base secrète Baltigo. Une aubaine pour Teach qui semblait s'intéresser aux révolutionnaires. Pourtant et étonnamment, bien que Baltigo fût entièrement détruite, les révolutionnaires ont eu le temps de s'échapper. D'après ma théorie, ce serait grâce à Aokiji qui aurait prévenu Dragon de l'attaque qu'ils allaient subir de l'équipage de Barbe Noire. Voilà, ce sont les idées globales me poussant à penser qu'Aokiji soit l'un des révolutionnaires cachés et dissimulés de l'histoire. Bon, en tout cas, ça ne change pas la théorie de Vegapunk qui, elle, est à mon sens la théorie ultime d'un personnage de la marine, du gouvernement, qui serait en réalité du côté des révolutionnaires. Mais bien évidemment, derrière cette joie dans laquelle je me noie, vous savez que je prends toujours du recul et des pincettes. Ça a été le cas avec Imuranus dans le chapitre 1060. Tant que je n'ai pas de confirmation, ça reste une théorie. Maintenant que j'ai pu vous expliquer ce qu'impliquerait un contact entre Dragon et Vegapunk, parlant de la nature de leur appel, Vegapunk serait mourant. En tout cas, c'est ce qu'il annonce à Dragon. Ce qui est étonnant, c'est qu'une telle déclaration vient juste après l'ordre de tuer de Vegapunk au CP0. Est-ce que Vegapunk est malade et ses jours sont comptés ou est-ce qu'il se sent menacé? Personnellement, j'aimerais mettre l'option de la maladie de côté, tout simplement parce que je vois mal Vegapunk avoir été teasé autant d'années pour finalement être au bout de sa vie le jour où on le voit. Il peut possiblement être malade, d'ailleurs c'est peut-être la raison de la présence de Bonnie. S'il est trop vieux, elle le rajeunira pour lui redonner de sa vitalité, et lui de son côté, il libérera Kuma. Il s'agirait du fameux deal que les deux doivent passer. Si je dois avouer une chose, c'est que je trouve étonnant que le Vegapunk qui apparaît le plus est Shaka.
comme si Vegapunk avait transféré son âme vers Shaka, car son corps principal était justement en train de mourir. C'est une possibilité à ne pas exclure ma foi. Bon, et du coup il y a l'autre option du il se sent menacé, et ça viendrait du Cypher Paul qui cherche à le tuer. On n'oublie pas que Vegapunk c'est un génie absolu, et il est peut-être déjà au courant que l'on veuille se débarrasser de lui. Heureusement, Luffy est là pour le sauver. Vu que Luffy sauve toujours du désastre l'île dans laquelle il arrive, j'ose imaginer qu'il sauvera Vegapunk et Egghead de la destruction par le gouvernement. En tout cas, j'ai du mal à imaginer qu'il s'agit d'un hasard que le Cypher Paul veuille le tuer et que Vegapunk déclare dans ce chapitre voir sa mort approcher. Et bien voilà les bros, on arrive doucement sur la fin de cette review qui, je l'espère, vous aura plu. Si c'est le cas, on n'oublie pas les likes, l'abonnement et même les commentaires pour le référencement, c'est toujours utile, merci beaucoup. Le week-end prochain, pas de chapitre malheureusement, mais énorme vidéo que vous allez sans doute surkiffer, alors soyez bien à l'affût. Je vous souhaite une agréable journée, prenez soin de vous et surtout de vos proches, peace les bros.